Les tensions montent partout, en France, en Martinique, à l'Assemblée, mais aussi en Espagne, comme on va le voir ensemble, avec des immenses manifestations populaires dont vous n'avez sans doute pas entendu parler, et pourtant, bon Dieu qu'elles sont importantes. Espagne, budget et Martinique, ce sont les sujets du jour sur Actu Réfractaire. Dans le bonjour. Et commençons par ce qui se passe en Espagne. Tout commence le mardi 29 octobre, comme vous le savez, avec de très grosses pluies sur le sud-est de l'Espagne et en particulier sur la ville de Valence. Du coup, dès le matin, l'agence météorologique de l'État lance l'alerte. Mais Carlos Mazón, le président du gouvernement régional, reste injoignable jusqu'à 18h30. Et il faut savoir que c'est Carlos qui devait gérer la situation puisque l'Espagne, c'est un pays très décentralisé où la gestion des catastrophes relève des gouvernements régionaux. Mais alors que le déluge s'abat littéralement sur sa région, Carlos Mazón est en train de déjeuner dans un hôtel avec une journaliste. Résultat, les habitants ont attendu jusqu'à 20h pour recevoir un SMS d'évacuation alors que plusieurs zones étaient déjà submergées. Et les conséquences de ce fiasco sont dramatiques puisqu'aujourd'hui, on dénombre plus de 220 morts et des dizaines de personnes qui sont portées disparues. Mais la responsabilité, elle est aussi partagée avec Pedro Sánchez, le dirigeant du gouvernement central qui a refusé de suspendre les activités économiques non essentielles. Résultat, les entreprises comme Amazon ou Ford ont pu maintenir à la tâche leurs employés qui se sont retrouvés pris au piège dans les inondations. Au total, c'est près de 80 communes qui sont dévastées, mais au milieu des maisons détruites et des rues submergées de boue, le peuple s'organise. Et dès le lendemain, on voit donc se multiplier les initiatives d'entraide sur les réseaux sociaux pour collecter des vêtements et de la nourriture. Du coup, dès la fin de la semaine, des milliers de volontaires se retrouvent à Valence avant de se disperser sur les routes endommagées avec des colis d'aide faits maison. Et pendant ce temps, à l'intérieur des zones sinistrées, les habitants ont déjà organisé la gestion de crise. Par exemple, on a les soignantes de l'EHPAD de Sedaví à Valence qui ont porté en lieu sûr les 120 résidents. Il y a aussi des cantines de rue pour les habitants qui ont perdu leur toit. Et au lieu de rester chez eux en attendant les secours comme le demande Carlos Mazón, les habitants commencent à déblayer les rues. Et le dimanche à Barcelone, les travailleurs des chantiers organisent un convoi avec des pompes à eau et des camions pour enlever les décombres. Puis le mercredi suivant, c'est les dockers de Barcelone qui votent en assemblée générale l'envoi d'une dizaine de camions remplis de matériel à Valence. Et de ces mouvements de solidarité émerge un slogan « Solo el pueblo salva el pueblo ». Seul le peuple sauve le peuple. Et ce slogan, on l'a retrouvé samedi soir, scandé par 130 000 personnes lors d'une marée humaine dans les rues de Valence. Cette manif de masse, elle a non seulement célébré le mouvement populaire, mais aussi réclamé la démission de Carlos Mazón. Mais ce qui nous a interpellés, c'est ceux qui ont pris la tête du cortège. En fait, il y a deux organisations politiques, Compromís et Podemos. Et ces deux partis, eh bien, ils ont perdu les dernières élections contre Carlos Mazón. Du coup, pour ces deux partis, prendre la tête du mouvement qui réclame sa démission, c'est tout bénef. Par contre, hors de question pour eux de réclamer la démission de Pedro Sánchez, le gars du gouvernement central qui appartient à la même coalition de gauche. Et cette prise de contrôle par les organisations de gauche, c'est allé loin, puisque un groupe de manifestants qui dénonçait le gouvernement central a été recalé à l'entrée de la manif. On espère donc que l'organisation populaire qui s'est mise en place ces dernières semaines sera plus forte que les magouilles politiciennes, puisqu'on le rappelle, solo el pueblo salva el pueblo. Bon, si t'as des infos sur ce qui se passe à Valence, n'hésite pas à nous les partager en commentaire. Et c'est le retour du point abonné. On va à Pluvinières, dans le 56, où une lutte écolo-sociale s'organise contre le déménagement d'un centre commercial vers un espace bocager, qui est l'une des dernières zones agricoles du village. Ce lieu, il abrite notamment une riche biodiversité, incluant des chênes centenaires. Et ce projet, il a été initié il y a plusieurs années grâce à un accord entre le propriétaire du centre commercial actuel et l'ancien maire. Le projet suscite des inquiétudes pour les habitants parce que, en plus de la destruction écologique, le projet, il menace aussi le commerce du centre-bourg. Alors il y a une association d'habitants qui s'est mobilisée, menée par la fille d'un agriculteur qui a cédé ses terres pour la construction du projet. Leur combat juridique continue pour préserver ce bocage. Et si jamais vous êtes dans le coin, eh bien n'hésitez pas à aller leur porter de la force et qui sait, peut-être les rejoindre. Si toi aussi tu veux nous parler d'une lutte locale, t'as une info à nous envoyer, eh bien n'hésite pas à nous écrire sur actu@lecanardrefractaire.org. Bon, c'était couru d'avance. Depuis des semaines, les députés du nouveau Front Populaire squattent l'Assemblée pour faire voter leurs amendements.
D'un budget historiquement austéritaire, ils étaient parvenus à rajouter 60 milliards d'impositions sur les riches et les grandes entreprises, et tout en évitant les suppressions d'emplois de masse dans l'éducation nationale et les hausses de taxes sur l'énergie. Mais tout ça était évidemment trop beau pour être vrai. Oui, parce qu'en fait, le NFP a profité de l'absentéisme des macronistes et des RN pour transformer le budget. Sauf que hier, ce budget made in NFP a dû être voté dans son entièreté. Et là, tous les députés RN, LR et macronistes étaient bien présents pour voter contre. Au final, c'est bien le budget version Barnier qui sera envoyé au Sénat. Nous voulions faire une démonstration. On savait très bien qu'à la fin, de toute façon, si on arrivait à transformer le texte, là, au moment où on se parle, dans cette première étape, cette première lecture, on savait que le texte allait être battu par cette coalition. C'était l'analyse politique. Mais ce qu'on voulait montrer, c'est que nous avions des majorités disponibles, hors enjeu politicien, pour pouvoir transformer ce texte et notamment prouver une chose. Le problème en France, c'est parce qu'il y a un manque de recettes. Dès lors que vous mettez des recettes, on en a mis 75 milliards nouvelles, du côté du NFP en tout cas, porté par le NFP, eh bien on a réduit en même temps les déficits, en dessous de 3%. Donc voilà, c'était une démonstration qu'on voulait faire, elle a été pleinement réussie. Et de ce point de vue-là, j'allais dire que le premier round, là c'est un peu un round d'observation avant que ça parte au Sénat, on l'a largement gagné. Allez, on passe à la dernière actu et pas des moindres. Sur les chaînes réfractaires, on suit de très près les mobilisations contre la vie chère. On vous avait parlé récemment des manifestations faites à Paris par les Martiniquais habitant dans la métropole. Bon, là, l'actualité se passe sur l'île. Regardez. Ne me touchez pas. On a de parler. Ne me touchez pas. On a de parler. Qui c'est Non, les canons tous pas. Fais-nous. Oui. Attends, parlez-lui différemment. Bon, il y a de la politesse, c'est vous qui ne nous respectez pas. Non, vous voulez faire les choses sans nous. Le R, président du RPRAC, a été arrêté par la police française. On lui reproche d'avoir pénétré avec d'autres représentants de l'organisation dans la résidence préfectorale où se trouvait probablement le ministre des Outre-mer. Le macroniste est en visite sur l'île, mais n'a pas prévu de parler avec les représentants du RPRAC. Le préfet s'est lui-même interposé avec son garde du corps karatéka. S'en est suivi des affrontements entre les Martiniquais et la gendarmerie française pour la libération du R. Et certains barrages ont même repris. Ça chauffe en ville. Ça chauffe. Et le préfet s'en sert pour ensuite annoncer la fin des négociations avec le mouvement populaire martiniquais. Ces épisodes ils viennent donc après des manifs contre la vie chère à Paris qui se répètent et après le refus du RPRAC de signer un accord avec les industriels et l'État sur une baisse de 20% des prix sur quelques produits alimentaires. Après donc le simulacre des négociations, l'État et les grandes entreprises béquées passent par la répression pour maintenir leur exploitation des Martiniquais. Bon alors entre ça, le mouvement des agriculteurs avec même la conf qui s'y met, les gilets jaunes, les VTC et les cheminots, novembre ça va être chaud, moi je vous le dis. D'ailleurs, on vous met ici une liste des rassemblements prévus par les Gilets jaunes. Voilà, donc vous allez pouvoir suivre ces mouvements dans la rue, mais aussi sur Actu Réfractaire. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à demain, 18h. Ciao.